Et si la femme de ménage la plus discrète de l'entrepôt était en réalité la milliardaire qui possédait chaque carton qu'il touche? Reste jusqu'à la fin, car la vérité va bouleverser la vie de Léo et de sa fille. Il voulait simplement offrir une vie meilleure à sa fille. Mais lorsqu'il a accepté un deuxième emploi de nuit dans un immense entrepôt, il n'aurait jamais imaginé que la femme discrète qui balayait le sol à côté de lui était la milliardaire propriétaire de toute l'entreprise. Les néons du centre de distribution Vance émettaient un bourdonnement grave et incessant, un son qui s'insinuait dans vos os et y restait. Longtemps après la fin de son service, Léo Ramirez le sentait encore dans ses dents alors qu'il scannait une autre boîte. Le bip numérique de son appareil ajoutait un contrepoint frénétique au bourdonnement de l'entrepôt. Il était 2 heures du matin. Au cœur de la nuit, alors que le monde extérieur dormait, le monde à l'intérieur de cette boîte métallique caverneuse bougeait à un rythme effréné. C'était son deuxième emploi, sa deuxième vie. Un monde à 1000 lieues des après-midi ensoleillés, passés à réparer des robinets qui fuyaient et à colmater des cloisons sèches en tant qu'homme à tout faire. Un monde dans lequel il était entré 6 mois plus tôt, lorsque les factures médicales de sa fille Mia avaient commencé à s'accumuler comme de la neige non déblayée. Il lui avait promis une vie sans souci, et c'était le prix à payer pour vivre cette vie. 2 fuseaux horaires différents, alimentés par du café bon marché, et la photo défraîchie d'une fillette souriante de 7 ans collée à l'intérieur de son casier. Il poussa un lourd chariot de colis sortant vers le quai de chargement, les épaules endolories par une douleur familière. Ses pensées dérivèrent vers Mia, endormie dans leur petit appartement sous l'œil vigilant de leur voisine, Madame Primgable. Il l'imaginait blottie contre son lapin en peluche, Bartholomew, dont le seul œil valide fixait l'obscurité. Il l'imaginait rêvant de choses qui n'avaient rien à voir avec les tickets modérateurs, les avis de retard ou un père qui sentait en permanence le carton et la fatigue. L'entrepôt était un univers à part entière, rempli de gens qui gardaient la tête baissée et leur histoire pour eux. Personne ne posait de questions, personne ne faisait la conversation. Ils étaient comme des fantômes vêtus de gilets haute visibilité, se déplaçant dans la nuit dans un anonymat partagé. Léo préférait qu'il en soit ainsi. Il était plus facile de se fondre dans le travail quand personne ne connaissait le poids que l'on portait. Mais ce soir-là, il y avait une nouvelle venue, une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle balayait le sol près des postes d'emballage. Ses mouvements lents et délibérés contrastaient avec le rythme effréné de l'entrepôt. Elle était plus âgée que la plupart des jeunes qui occupaient ce poste, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux noirs tirés en arrière, en un simple chignon qui commençait déjà à se défaire. Elle portait le même gilet standard que tout le monde, mais il pendait sur sa petite silhouette comme un manteau emprunté. Elle gardait les yeux fixés sur le sol. Son expression était indéchiffrable, un îlot de calme dans une mer de bruit et de mouvement. Le chef d'équipe, un homme nommé Marc, muni d'un bloc-notes et arborant un air renfrogné permanent, lui aboya dessus en passant. « Accélère le rythme, Ellie, on ne te paie pas pour faire la sieste avec un balai. » La femme sursauta, mais ne leva pas les yeux. Elle balaya simplement un peu plus vite, son silence lui servant de bouclier contre ses paroles acérées. Léo observait depuis l'autre côté de l'allée, une colère familière bouillonnant dans ses tripes. Marc était un petit homme qui aimait le petit pouvoir que lui conférait son poste, et il le dirigeait toujours vers les personnes les plus discrètes, celles qui ne ripostaient pas. Léo savait qu'il devait garder la tête baissée, continuer à avancer. La première règle de l'entrepôt était de rester invisible. Mais alors, il vit les mains de la femme trembler légèrement, tandis qu'elle agrippait le balai, et quelque chose en lui enfreignit la règle. Il s'approcha, arrêtant son chariot entre elle et les superviseurs, qui reculèrent. « Hé !» dit-il doucement. Elle leva les yeux. Surprise, ses yeux étaient d'un bleu profond et fatigué, et pendant 1 seconde, il vit quelque chose en eux. Il reconnut une solitude qui n'avait rien à voir avec le fait d'être dans une pièce bondée. « C'est un crétin », ajouta Léo en haussant les épaules. « Ne le laissez pas vous atteindre », dit la femme avec un petit sourire reconnaissant, une lueur de chaleur dans la lumière froide des néons. « Merci », dit-elle d'une voix calme, presque un murmure. Il hocha la tête et retourna à son chariot, ce bref échange lui ayant coûté de précieuses secondes sur son quota. Mais en s'éloignant, il ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir vu quelqu'un encore plus déplacé que lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'interrogea sur un autre fantôme dans la machine. La sirène retentit à 3 heures du matin, un son discordant qui annonçait 15 minutes de répit. L'entrepôt se vida en quelques secondes. Les employés se sont précipités vers la salle de pause stérile avec ses distributeurs automatiques
et ses chaises en plastique usées. Léo a contourné la foule pour se diriger vers un coin tranquille. Près du quai de chargement, où l'air était plus frais et où le bourdonnement des machines était atténué, il s'est affalé sur une palette renversée et a sorti son dîner, un sandwich au beurre de cacahuètes écrasé et une pomme abîmée par le voyage dans son sac à dos. Il a mangé lentement, savourant autant le silence que la nourriture. Quelques minutes plus tard, il l'aperçut. La nouvelle employée s'appelait Ellie. Elle se tenait, indécise, près de la porte de la salle de pause, regardant les tables bondées avant de se détourner. Avec un soupir de défaite, elle n'avait pas apporté de nourriture, et le distributeur automatique qui acceptait les cartes était encore en panne. Elle se dirigea vers la sortie, les épaules suffisamment affaissées pour la faire paraître plus petite qu'elle ne l'était déjà. Léo l'observa un instant, puis l'appela. « Hé, Ellie. » Ian. Elle se retourna, surprise d'être interpellée, les yeux écarquillés et méfiants. « Viens ici, » dit-il en lui indiquant l'espace vide sur la palette à côté de lui. Elle hésita, se mordant la lèvre comme si elle pesait le risque d'une interaction contre la certitude de l'isolement. « Tout va bien, » dit-il doucement. « Je ne mords pas, et cet endroit offre la meilleure vue sur un mur de béton de tout l'établissement, ce qui lui arracha un petit sourire. Elle s'approcha et s'assit prudemment, laissant une distance respectueuse entre eux. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et les enlaça de ses bras, comme pour se protéger d'un froid qui n'avait rien à voir avec la température. « Tu n'as rien à manger ?» demanda-t-il, énonçant une évidence. Elle secoua la tête. « J'ai oublié mon portefeuille à la maison, une erreur de débutant. » Il acquiesça. Puis, sans hésiter, il coupa son sandwich en deux et lui en tendit une moitié. « Tiens !» Elle fixa l'offre comme si on ne lui avait jamais donné à manger auparavant. « Oh non, je ne peux pas. Ce n'est que du beurre de cacahuète, pas un billet de loterie gagnant, » insista-t-il. De plus, ma fille Mia dit toujours que partager rend la nourriture plus savoureuse, même lorsqu'elle a déjà été écrasée par un manuel scolaire. Son regard s'adoucit à la mention de sa fille. Elle prit le sandwich, ses doigts effleurant les siens pendant une fraction de seconde. Le contact fut bref, mais il lui procura une étrange sensation, une lueur de chaleur dans la nuit froide et stérile. « Merci », dit-elle à nouveau, sa voix à peine audible dans le brouhaha de l'entrepôt. Ils mangèrent en silence pendant un moment, regardant les chariots élévateurs glisser dans l'obscurité comme des bêtes mécaniques. « Et toi, si tu avais été à la place de Léo dans ce coin tranquille de l'entrepôt, est-ce que tu aurais partagé ton sandwich avec Ellie ? Dis-le-moi en commentaire. »« Au fait, je m'appelle Léo, » dit-il finalement. « Ellie ?» répondit-elle en prenant une petite bouchée du sandwich. « Alors, qu'est-ce qui vous amène dans le monde glamour de la logistique de nuit ?» Elle haussa les épaules, baissant les yeux vers ses mains. « J'avais besoin de changer d'air, je suppose. » C'était une réponse vague, bien rodée, mais il n'insista pas. Il comprenait la nécessité d'ériger des barrières dans un endroit comme celui-ci. Lorsque la sirène retentit à nouveau, signalant la fin de leur pause, ils se levèrent et retournèrent chacun dans leur monde. Mais alors que Léo s'éloignait, il sentit la faible empreinte de sa gratitude, qui persistait comme une promesse. Qu'au moins pour une nuit, aucun d'eux n'avait été complètement seul. Le reste de la nuit passa dans un brouillard de bips et de boîtes, porté par le bourdonnement incessant des tapis roulants. Mais quelque chose avait changé pour Léo. La monotonie semblait un peu moins étouffante, l'air un peu moins froid. De temps en temps, son regard se posait sur le sol de l'entrepôt et la trouvait. Ellie balayait silencieusement dans une allée éloignée, où empilait des palettes vides avec une détermination concentrée. Il remarquait les petits détails, la façon dont elle glissait une mèche de cheveux égarée derrière son oreille, la manière prudente dont elle se déplaçait, comme si elle essayait de prendre le moins de place possible. Elle travaillait avec une efficacité discrète que Mark, le superviseur, ne pouvait critiquer. Même s'il la surveillait toujours d'un œil critique, comme s'il attendait qu'elle commette une erreur, elle était un mystère, un fantôme aux yeux tristes, avec une histoire qu'elle gardait secrète. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Léo se surprit à vouloir en savoir plus sur elle. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à peindre le ciel à l'extérieur des fenêtres de l'entrepôt, Léo sentit la douleur familière de l'épuisement s'installer profondément dans ses muscles. Il se dirigeait vers les vestiaires lorsqu'il aperçut Ellie qui se débattait avec un transpalette coincé. Ses roues étaient bloquées sur une plaque métallique au sol, et elle poussait de toutes ses forces, son petit corps tendu par l'effort. Mark se tenait à proximité, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. « Tu as des problèmes ?» dit-il d'une voix empreinte de condescendance. « Ce travail est peut-être un peu trop difficile pour toi. » Les joues d'Ellie rougirent, mais elle ne répondit pas.
Elle continua simplement à pousser, la mâchoire serrée. Les mains de Léo se crispèrent en poing. Il en avait assez de Marc. D'un seul élan, il s'approcha et, sans un mot, posa sa main sur la poignée du transpalette, à côté de celle d'Ellie. « À 3, dit-il doucement. Sa voix était grave et profonde. Elle le regarda, surprise, mais acquiesça. 1, 2, 3. Ils poussèrent ensemble, et dans un grincement métallique, le cric se débloqua. Le sourire narquois de Marc s'estompa, et il marmonna quelque chose entre ses dents. Avant de s'éloigner vaincu, Ellie expira bruyamment et s'appuya contre la poignée, les épaules affaissées. « Quel soulagement. Merci, dit-elle en le regardant dans les yeux. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais, répondit-il en la regardant un instant, plus longtemps que nécessaire. Les gens comme lui n'ont de pouvoir que si tu les laisses faire, dit-elle en lui adressant un petit sourire fatigué. Tu es quelqu'un de bien, Léo Ramirez. La façon dont elle prononça son nom complet le surprit. Il ne lui avait pas dit son nom de famille. Comment le saviez-vous? Elle désigna le nom effacé brodé sur son gilet. Je fais attention, dit-elle doucement, alors qu'ils marchaient ensemble vers la sortie. Le soleil levant projetait de longues ombres sur le parking. Le monde se réveillait et leur vie de fantôme était terminée pour la journée. « À ce soir, dit Léo. » Lorsqu'ils arrivèrent à leur voiture, il remarqua que la sienne était une modeste berline vieille de 10 ans. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, mais cela correspondait à la personnalité discrète qu'elle s'était créée. « Oui, dit-elle d'une voix un peu plus forte qu'auparavant. À ce soir. » Et tandis qu'il s'éloignait, il se rendit compte qu'il attendait déjà ce moment avec impatience, un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé pour ce travail. Le lendemain soir, Ellie était de nouveau là, balayant les mêmes sols avec la même diligence silencieuse. Mais cette fois, lorsque la sirène de la pause retentit, elle se dirigea directement vers leur coin, près du quai de chargement. Léo était déjà là, attendant avec un thermos de soupe chaude. Il en avait préparé une portion supplémentaire ce soir-là, se disant que c'était juste au cas où, mais il savait que c'était pour elle. Elle sourit en voyant la vapeur s'élever de la tasse. Il lui adressa un sourire sincère qui atteignit ses yeux et les rendit un peu moins tristes. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle en prenant une gorgée prudente. « Ce n'est que de la soupe, » répondit-il en s'installant sur la palette à côté d'elle. « Et tu as apporté de bons sandwichs cette fois-ci. » Elle avait 2 sandwichs à la dinde et au fromage suisse sur du pain complet, soigneusement emballé dans du papier ciré. Elle lui en tendit un et, pour la 2e nuit consécutive, ils partagèrent un repas dans le bourdonnement tranquille de l'entrepôt. « Alors, quelle est ton histoire, Léo ?» demanda-t-elle au bout d'un moment, d'une voix douce et curieuse. « Qu'est-ce qui te fait revenir ici ?» Il hésita, peu habitué à partager les détails de sa vie avec qui que ce soit, encore moins avec une quasi-inconnue. Mais elle avait quelque chose qui le mettait en confiance. « Ma fille Mia, » dit-il d'une voix chargée d'un mélange de fierté et d'épuisement. « Oh, elle a 7 ans, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Il sortit son téléphone et lui montra une photo. Mia souriait à la caméra, avec un écart entre les dents de devant et une trace de chocolat sur la joue. Le regard d'Ellie s'adoucit en regardant la photo. « Elle est magnifique. » « Oui, » acquiesça-t-il avec un petit sourire. Mais elle a eu un début difficile. Née avec une malformation cardiaque, elle a dû subir plusieurs opérations. Quand elle était bébé, elle va bien maintenant. Elle est en parfaite santé. Mais les factures, dit-il sans finir sa phrase. Elle comprit. Elle acquiesça lentement, les yeux remplis d'une compassion sincère, différente de la pitié à laquelle il était habitué. « Tu es un bon père, » dit-elle doucement. « J'essaie simplement, » répondit-il en baissant les yeux vers ses mains. « Elle mérite le monde entier, et j'essaie simplement de lui en donner un petit morceau, » dirent-ils dans un silence confortable. Après cela, le poids tacite de son histoire resta suspendu dans l'air entre eux. Ellie n'offrit ni solution ni platitude. Elle se contenta d'écouter. Et à ce moment-là, c'était plus que suffisant. À la fin de la pause, ils retournèrent ensemble à leur étage. La distance entre eux semblait un peu moins grande qu'auparavant. Au moment de se séparer, Ellie s'arrêta et dit « Pour ce que ça vaut, Léo, je pense que tu lui donnes plus que tu ne le penses. » Ces mots le hantèrent pendant le reste de la soirée. Une petite étincelle de chaleur dans le froid, répétitif, sombre. Il commençait à réaliser que cette femme calme aux yeux tristes avait une gentillesse aussi rare et précieuse que n'importe quel trésor qu'il pouvait imaginer, et il était reconnaissant de l'avoir trouvée dans l'endroit le plus improbable qui soit. Son monde était une cage de verre et d'acier, un appartement-terrasse au 54e étage avec une vue panoramique sur une ville qui ne dormait jamais.
Ara Vince se tenait près de la baie vitrée, regardant les phares lointains des voitures se déplacer comme des ruisseaux d'or fondus à des milliers de mètres en contrebas. C'était une vue qui lui avait autrefois donné un sentiment de puissance. Aujourd'hui, elle ne lui procurait qu'un sentiment d'isolement. Ici, elle n'était pas Ellie, la discrète balayeuse. Elle était l'unique héritière de l'Empire Vance, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars spécialisé dans la logistique et la vente au détail, que son grand-père avait bâti de toutes pièces. Elle avait tout hérité, pas seulement l'argent, mais aussi le nom, la pression, le poids implacable des attentes. Elle quitta le jean simple et le pull usé qu'elle avait enfilé dans sa voiture et enfila une robe de chambre en soie qui ressemblait à un costume. Son appartement était un monument au luxe minimaliste. Chaque surface brillait, chaque objet était placé avec une précision architecturale, mais c'était une beauté froide et stérile. Une maison qui avait été conçue pour être habitée, mais qui ne l'était pas. Sur le comptoir en marbre de sa cuisine se trouvait une photo encadrée, non pas de sa famille ou de ses amis, mais de son grand-père. Un homme à l'air sévère, vêtu d'un costume sur mesure qui lui rappelait constamment l'héritage des Vance. Elle était censée le perpétuer. Elle se servit un verre d'eau, les mains fermes, mais son esprit était à des kilomètres de là, dans la salle de pause poussiéreuse d'un entrepôt. Elle pouvait encore sentir le goût salé de la soupe. Léo avait partagé la chaleur du thermos dans ses mains froides. Elle repensa à la photo de sa fille Mia, à la joie pure qui se lisait dans son sourire édenté. C'était un monde à 1000 lieues du sien, un monde où la valeur se mesurait en amour et en sacrifice, et non en cours boursier et en marge bénéficiaire. Cette double vie était risquée. Elle savait que son conseil d'administration serait horrifié s'il la prenait. La PDG de Vance Global passait ses nuits à balayer des sols sous un faux nom, mais elle étouffait dans l'atmosphère raréfiée de sa propre vie. Elle avait besoin de ressentir quelque chose de réel, quelque chose qui ne soit ni artificiel ni transactionnel. Elle avait choisi au hasard l'un des dizaines de centres de distribution. Son entreprise possédait un endroit où elle pouvait rester anonyme, un fantôme parmi les fantômes. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était Léo. Elle ne s'attendait pas à sa dignité tranquille, à sa gentillesse spontanée, à son dévouement inébranlable envers une petite fille qu'elle n'avait jamais rencontrée. Il était la première personne depuis des années à la traiter comme un être humain, et non comme un titre de journal ou un bilan financier. Elle se dirigea vers le petit bureau encombré dans le coin du vaste salon. Le seul endroit de l'appartement qui lui appartenait, caché sous une pile de rapports boursiers, était un petit bout de papier froissé, un bulletin de paie provenant de l'entrepôt, son tout premier. On pouvait y lire « Ellie Jones, tarif horaire, 16,85 ». Elle suivit son faux nom du doigt, un petit sourire triste aux lèvres. Pour 16,50 $ de l'heure, elle pouvait être quelqu'un d'autre pendant un petit moment. Elle pouvait se sentir vue et aimée, non pas comme une milliardaire qui avait tout, mais comme une simple femme. C'était une bonne affaire. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre une semaine qui s'était transformée en 2. Et le rythme de leur pause commune devint un rituel tranquille. Une petite encre. Pendant les longues nuits sombres, Léo apportait une portion supplémentaire de ce qu'il avait cuisiné pour le dîner. Et Ellie apportait quelque chose qu'elle avait acheté dans une petite boulangerie, près de son autre appartement. Un endroit qu'elle avait découvert lors d'une de ses balades en voiture sans but précis. Il parlait de petites choses, de la prochaine pièce de théâtre de Mia, de la meilleure façon de réparer un robinet qui fuyait, des personnages étranges qu'il rencontrait dans l'entrepôt. Il ne parlait jamais de son passé ni de son avenir. Il vivait dans une bulle du présent, une fragile poche de temps où leurs deux mondes très différents n'avaient pas à se heurter. Un soir, Léo semblait plus fatigué que d'habitude. Ses mouvements étaient plus lents, ses yeux plus lourds. Il toucha à peine à la nourriture qu'Ellie lui avait apportée. « Ça va ?» demanda-t-elle, d'une voix empreinte d'une inquiétude qui la surprit elle-même. Elle passa une main sur son visage et poussa un long soupir las. « C'est l'anniversaire de Mia la semaine prochaine, » dit-il. « Elle aura 8 ans. Elle parle de cette chose depuis des mois. Un projecteur Starlight, un petit gadget qui remplit sa chambre d'étoiles et de galaxies. Sa voix était teintée d'une frustration familière. Ce n'est même pas si cher, mais avec l'augmentation du loyer ce mois-ci et la voiture qui a besoin de nouveaux freins, cela revient à un voyage sur la Lune. » Il détourna le regard, sa fierté palpable dans l'air entre eux. « Je veux juste lui offrir une chose. Elle veut vraiment, tu sais, juste une chose parfaite. » Ellie l'écouta, le cœur serré pour lui. Elle savait qu'elle pouvait acheter 1000 projecteurs Starlight sans même remarquer la dépense. Elle pouvait acheter tout le magasin de jouets et le faire livrer à sa porte. Mais ce n'était pas ce dont il avait besoin. Il avait besoin de dignité,
Il avait besoin d'être celui qui offrait les étoiles à sa fille. Elle ne lui proposa pas d'argent. Elle ne lui proposa pas de solution. Elle tendit simplement la main et la posa sur son bras. Son contact était léger mais ferme. « Tu trouveras une solution, Léo, » dit-elle doucement. « Tu en trouves toujours une. » Il la regarda, un sourire reconnaissant effleurant ses lèvres. « Merci, Ellie. » Plus tard dans la nuit, de retour dans le silence stérile de son penthouse, Ara ouvrit son ordinateur portable. Elle ne consulta pas les rapports boursiers ni les prévisions de vente. Elle tapa « Projecteur Starlight pour enfants » dans la barre de recherche. Des images de galaxies lumineuses et d'enfants heureux remplirent l'écran de son site de vente en ligne. Elle trouva ce qu'elle cherchait. Il parlait d'un petit globe qui promettait de transformer n'importe quel plafond en un paradis céleste. Elle l'ajouta à son panier, puis s'arrêta, le doigt suspendu au-dessus du bouton « Acheter maintenant ». Cela lui semblait mal, une trahison trop facile de la confiance tranquille qu'ils avaient bâtie. Elle ferma l'ordinateur portable, une nouvelle idée se formant dans son esprit. Elle ne pouvait pas lui acheter les étoiles, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle l'aider à les gagner le lendemain. Elle entra dans le bureau de son directeur général, un homme nommé Arthur, qui avait travaillé pour son grand-père pendant 30 ans et était l'une des rares personnes à connaître son autre vie. Il leva les yeux de son bureau, l'air à la fois exaspéré et affectueux. « Ne me dites pas que vous avez encore trié des colis, » dit-il d'un ton sec. Elle lui adressa un petit sourire. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Arthur, et il faut que ce soit discret, » expliqua-t-elle d'une voix basse et calme. Il l'écouta patiemment, le front plissé par la réflexion. Lorsqu'elle eut terminé, il se cala dans son fauteuil et joignit les doigts. « Tu veux que je crée un projet spécial temporaire à l'entrepôt ? Un projet qui nécessite des heures supplémentaires et qui donne droit à une prime, et tu veux t'assurer qu'un employé spécifique soit choisi pour le mener à bien. C'est un bon travailleur, » dit-elle sur la défensive. « Il le mérite. » Arthur soupira. « C'est un jeu dangereux auquel tu te prêtes. Que se passera-t-il quand il découvrira qui tu es ? » « Il ne le découvrira pas, » répondit-elle un peu trop rapidement. « Et ce n'est pas un jeu, Arthur. C'est... » Elle s'interrompit, ne sachant pas comment terminer sa phrase. « Une question de justice, n'est-ce pas ?» Il l'observa longuement. Son regard en disait plus long qu'elle ne l'aurait souhaité. « Très bien, » dit-il finalement. « Je vais m'occuper des arrangements, mais sois prudente, ma chère. Certaines limites, une fois franchies, ne peuvent être effacées. » Elle acquiesça, l'angoisse lui serrant la poitrine, sachant qu'il avait raison. Elle s'aventurait dans des eaux plus profondes qu'elle ne l'avait jamais prévu. Mais l'image du visage fatigué de Léo et le désespoir silencieux dans sa voix lorsqu'il parlait de l'anniversaire de sa fille la poussaient à aller de l'avant. Elle était la femme qui possédait l'entreprise qui le détruisait lentement. Elle lui devait cela, une chance de reprendre son souffle, une chance de donner lui-même les étoiles à sa fille, même s'il ne saurait jamais qui les avait alignées pour lui. Léo fut surpris lorsque Marc, le superviseur, l'aborda au début de son service, ce qui était rare et signifiait généralement de mauvaises nouvelles. Mais cette fois, le ton de Marc était différent, presque respectueux. « Ramirez, » dit-il en lui tendant un bloc-notes. « La direction vient d'approuver une expédition prioritaire qui doit être triée et reconditionnée avant vendredi. C'est un travail urgent qui nécessite une manipulation minutieuse, payer 1,5 fois le tarif normal, plus une prime à la fin. Tu es le scanner le plus fiable que nous ayons de nuit. Tu veux le faire. » Léo cligna des yeux, stupéfait. Des heures supplémentaires. Et une prime, ces mots lui semblaient étrangers. Une bouée de sauvetage. Il n'avait pas osé espérer. Il pensa au projecteur stellaire des nouveaux freins de sa voiture, au soulagement de ne pas avoir à choisir entre le loyer et un cadeau d'anniversaire. « Oui, » dit-il d'une voix un peu rauque. « Je vais le prendre. » Les nuits suivantes furent un tourbillon de travail épuisant. Léo restait tard, le corps endolori, mais l'esprit stimulé par un sentiment d'utilité. Il bougeait avec une énergie renouvelée. Ses scans étaient plus rapides, sa concentration plus vive. Il allait y arriver pour Mia. Ellie l'observait de loin. Un mélange de fierté et de culpabilité tourbillonnait en elle. Elle voyait l'espoir revenir dans ses yeux, la façon dont il marchait un peu plus droit malgré son épuisement. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais le secret lui pesait de plus en plus chaque jour qui passait. Pendant leur pause, il parlait avec enthousiasme de ses projets pour l'anniversaire de Mia. Comment il allait la surprendre avec le projecteur et un gâteau fait maison avec des pépites en plus. « Tu es une bonne amie, Ellie », il lui dit un soir alors qu'il partageait un plat de pâtes restant. « Tu sais écouter, tu sais. »
Elle se contenta de sourire, le cœur serré. « Tu es un homme bien, Léo. » Le soir où il termina le projet, il était épuisé, mais triomphant. Il récupéra sa prime en espèces au bureau, une enveloppe toute neuve qui lui semblait miraculeuse entre ses mains. Il sortit dans l'air frais du matin, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il vit Ellie qui l'attendait près de sa voiture. « Tu as réussi », dit-elle avec un sourire sincère et chaleureux. « Oui », répondit-il en brandissant l'enveloppe. « J'ai réussi. » Il voulait la remercier pour ses encouragements, pour sa simple présence, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, il se contenta de la regarder, le soleil levant projetant une lueur dorée autour d'elle, et ressentit une vague de gratitude si profonde qu'elle faillit le faire tomber. Il ne le savait pas encore, mais les étoiles qu'il s'apprêtait à acheter pour sa fille avaient été mises à sa portée par la femme discrète qui se tenait devant lui, une femme qui devenait plus importante pour lui qu'il n'était prêt à l'admettre. Le magasin de jouets était un petit paradis niché entre une laverie automatique et une pizzeria. Ses vitrines étaient remplies de cerfs-volants aux couleurs vives et d'animaux en peluche qui semblaient saluer les passants. Léo entra en tenant la main de Mia, et la clochette au-dessus de la porte tinta joyeusement. Les yeux de Mia s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut les étagères remplies de jeux, de puzzles et de poupées, et elle retint son souffle dans un petit cri de joie. Si cette petite scène te fait sourire et que tu veux plus d'histoires comme celle-ci, pense à laisser un like sur la vidéo, ça m'aide énormément. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas allé dans un endroit comme celui-ci, un endroit où régnait une joie pure et sans filtre. Le cœur de Léo se gonfla en la regardant. Elle méritait cela. Elle méritait de sentir que le monde était un endroit magique plein de possibilités. Il la conduisit à l'arrière du magasin où était installée une petite exposition de jouets sur le thème des sciences. Et là, il y avait le projecteur d'étoiles, dans sa boîte décorée de galaxies tourbillonnantes et de nébuleuses colorées. Le visage de Mia s'illumina comme le 4 juillet. « Papa, c'est celui-là », murmura-t-elle, la voix pleine d'admiration. Il s'agenouilla à côté d'elle, son sourire reflétant le sien. « Je sais, ma chérie. Joyeux anniversaire. » Il le paya avec l'argent de sa prime. Les billets neufs représentaient plus que de l'argent. Ils témoignaient de son travail acharné, de son sacrifice, de son amour pour sa fille. En quittant le magasin, Mia serra la boîte contre sa poitrine comme si c'était le trésor le plus précieux au monde. « Et disons que c'est le plus beau anniversaire de ma vie », dit-elle, les yeux brillants de larmes de joie. Ce soir-là, ils l'installèrent dans sa chambre. Ils le branchèrent, éteignirent les lumières et regardèrent un univers à couper le souffle explosé sur son plafond. Des étoiles scintillantes tourbillonnaient lentement. Une nébuleuse bleue flottant doucement passait devant un croissant de lune, et une voie lactée lointaine peignait une traînée de lumière d'un mur à l'autre. Mia était allongée sur son lit, les mains croisées sur la poitrine, contemplant le cosmos avec un regard émerveillé. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Léo était allongé à côté d'elle, son bras autour d'elle, le cœur si plein qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Il avait réussi. Il lui avait offert les étoiles. Il repensa à Ellie, à leur conversation tranquille au cœur de la nuit, à sa confiance inébranlable en lui. Il n'aurait pas pu y arriver sans ses encouragements, sans ces heures supplémentaires inattendues qui lui avaient semblé être un cadeau de l'univers. Il se promit de la remercier comme il se doit lorsqu'il la reverrait, de lui dire à quel point elle avait changé les choses, tandis que Mia s'endormait sous un ciel étoilé. Léo sentit pour la première fois une sensation de paix l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, il ne faisait pas que survivre, il vivait. Et dans l'obscurité tranquille de la chambre de sa fille, il se permit d'entrevoir une lueur d'espoir pour l'avenir. Un avenir fade et sans relief, qui pourrait bien inclure une femme discrète, aux yeux tristes et au cœur tendre, qui avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à apporter un peu de lumière dans sa vie. Ara était assise dans la salle de réunion blanche et stérile, le silence seulement ponctué par le léger cliquetis de son stylo sur la table en acajou poli. Les visages autour d'elle formaient une galerie familière d'ambitions corporatives. Le conseil d'administration de son entreprise, des hommes et des femmes, qui mesuraient le succès en termes de bénéfices trimestriels et de parts de marché. Ils discutaient d'une nouvelle initiative d'automatisation de plusieurs millions de dollars pour leur centre de distribution. Un plan qui promettait d'augmenter l'efficacité de 18% et de réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre. Les projections sont solides. Arthur, son directeur général,
parlait d'une voix calme et monotone en montrant un graphique à l'écran. L'investissement initial sera considérable, mais le retour sur investissement à long terme est indéniable. Tous les regards étaient rivés sur le graphique, les chiffres et les courbes se confondant en un fouillis incompréhensible. Elle ne pensait pas au retour sur investissement. Elle pensait à Léo, à la fatigue dans ses yeux, aux callosités sur ses mains, à la dignité tranquille avec laquelle il travaillait pour subvenir aux besoins de sa fille. Elle pensait aux centaines d'autres Léo sur sa liste de paix, les fantômes vêtus de gilets haute visibilité dont la vie serait bouleversée par cette nouvelle technologie. « Et les gens, Arthur ?» demanda-t-elle, sa voix tranchant dans la discussion clinique. La salle se tut. Tous les regards se tournèrent vers elle. Qu'en est-il des employés dont les emplois seront rendus superflus par ces machines? Un membre du conseil d'administration, un homme élégant nommé Peterson, s'éclaircit la gorge. « Ara, avec tout le respect que je vous dois, il s'agit d'une décision commerciale, pas philanthropique. Notre responsabilité première est envers nos actionnaires. »« Vraiment ?» rétorqua-t-elle d'une voix dangereusement douce. « Ou notre responsabilité première est-elle envers les êtres humains qui ont bâti cette entreprise de leurs propres mains, ceux qui se présentent au milieu de la nuit pour emballer les boîtes qui rendent nos profits possibles ?» La tension dans la pièce était palpable. Peterson se tortilla inconfortablement sur sa chaise. « Bien sûr, nous apprécions nos employés, mais le progrès nécessite des changements. Le progrès ne devrait pas se faire au détriment des personnes qui en ont le moins les moyens, dit-elle en se levant, sa voix résonnant d'une conviction qui la surprit elle-même. Elle regarda autour de la table les visages surpris des hommes et des femmes qui la connaissaient comme une dirigeante calme et docile. Nous n'irons pas de l'avant avec cette initiative. Pas avant d'avoir mis en place un plan pour former et réaffecter chaque employé qui sera touché. Nous investirons dans notre personnel, pas seulement dans nos machines. » Il y eut un silence stupéfait. Puis Arthur, un lent sourire se dessinant sur son visage, approuva d'un signe de tête. « Je pense que c'est une excellente idée, Madame Vance. » Et Lara se rassit, le cœur battant. Elle venait de remettre en question le fondement même de la philosophie de son entreprise et l'héritage de sa famille. La poursuite aveugle, froide et impitoyable du profit avant tout. Elle n'avait pas parlé en tant que PDG, mais en tant qu'Ellie, la discrète balayeuse qui avait partagé un sandwich avec un homme bon au milieu de la nuit. Elle ne savait pas quelles seraient les conséquences, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment d'être au bon endroit et de faire ce qu'il fallait. Elle avait trouvé sa voie, et celle-ci ressemblait beaucoup à la force tranquille de Léo. L'entrepôt bourdonnait d'une énergie nerveuse. Le lendemain soir, des rumeurs circulaient au sujet d'une grande annonce de la direction. Certains parlaient de licenciement. D'autres murmuraient qu'une nouvelle vague d'automatisation allait remplacer la moitié de l'équipe de nuit. Léo essayait d'ignorer les bavardages et de se concentrer sur son travail, mais il était rongé par l'angoisse. Il ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. Pas maintenant. Alors qu'il commençait enfin à se remettre sur pied, il trouva Ellie pendant leur pause, assise à leur place habituelle près du quai de chargement. Elle semblait pensive, le regard lointain. « Tu as entendu les rumeurs ?» lui demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle acquiesça, le regard fixé sur le sol en béton. « Je suis sûre que ce n'est rien, » dit-elle, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, la peur tacite planant entre eux comme un lourd rideau. Léo pensa à Mia, au projecteur d'étoiles, désormais installé de façon permanente dans sa chambre, au fragile sentiment d'espoir. Il venait juste de commencer à ressentir à nouveau quelque chose comme de l'espoir. Il ne pouvait pas retourner à cet état d'inquiétude constant, à ce sentiment suffocant d'être à deux doigts du désastre. « Si quelque chose arrive, commença-t-il, ne sachant pas comment terminer sa phrase. « Nous trouverons une solution, Ellie, » dit-elle d'une voix ferme. Elle se tourna vers lui, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité surprenante. « Tu es un survivant, Léo. Tu as traversé des épreuves bien pires que celle-ci. » Ces mots étaient un baume pour ses nerfs à vif. Il ne savait pas pourquoi, mais il la croyait. Sa confiance tranquille était contagieuse, une petite flamme stable face à l'incertitude. Plus tard dans la nuit, l'annonce officielle arriva sous la forme d'un email envoyé à tous les employés. Léo le lut une fois, puis deux fois, le souffle coupé. Il ne s'agissait pas de licenciement ou d'automatisation. Il s'agissait d'investissement, d'une nouvelle initiative à l'échelle de l'entreprise visant à offrir des bourses d'études et des programmes de formation professionnelle à tous les employés horaires, une voie vers des emplois mieux rémunérés au sein de l'entreprise, une chance d'avoir un avenir au-delà de l'entrepôt. Au bas de l'email figurait une citation attribuée à la PDG, Ara Vance. «
Nos employés sont notre plus grand atout, et il est temps que nos investissements en tiennent compte. Léo fixa ses mots, stupéfait. C'était la bouée de sauvetage qu'il n'avait même pas osé espérer. Il regarda de l'autre côté de l'allée et vit Ellie appuyée contre une pile de palettes, un petit sourire secret sur le visage. Elle croisa son regard et lui fit un signe de tête subtil, comme pour lui dire « Je te l'avais bien dit ». Il s'approcha d'elle, un large sourire illuminant son visage. « Tu y crois ?» dit-il, la voix remplie d'un soulagement si profond qu'il en avait la tête qui tournait. Elle lui rendit son sourire. « Oui », répondit-elle doucement. « Parfois, les gens au sommet prennent les bonnes décisions », dit-il en riant. Un rire de joie pure et sincère. « Oui », dit-il, « je suppose que oui. » Il avait envie de la serrer dans ses bras, de la soulever et de la faire tournoyer, mais il se retint. Au lieu de cela, il resta là, savourant la chaleur de son sourire, avec le sentiment que, pour la première fois, l'univers était enfin de son côté. Il ne savait pas que l'univers avait un nom et qu'elle se tenait juste devant lui. Leur amitié s'approfondit au cours des semaines qui suivirent. Un lien tranquille et réconfortant s'est forgé dans la solitude partagée du travail de nuit. Ils ont trouvé un rythme facile, partageant leurs repas et discutant tranquillement. Léo a commencé le processus de candidature pour un programme de formation en informatique proposé dans le cadre d'une nouvelle initiative de l'entreprise, un parcours dont il n'avait fait que rêver avant qu'Ellie ne l'aide à rédiger sa lettre de motivation. Elle restait tard après leur service pour l'aider à trouver les mots justes pour exprimer ses espoirs pour l'avenir. « Tu es doué pour ça », lui a-t-il dit un matin, alors qu'ils étaient assis dans la salle de pause vide, les premiers rayons de l'aube illuminant les fenêtres. « Tu devrais être enseignante ou quelque chose comme ça. » Elle s'est contentée de sourire et de secouer la tête. « Je sais juste écouter. » Un soir, il a amené Mia à l'entrepôt pour quelques minutes afin qu'elle vienne le chercher. Madame Gable avait un rendez-vous de dernière minute et il n'avait pas d'autre choix. Il la rencontra à l'entrée des employés, le cœur battant, partagé entre l'anxiété et la fierté. Mia était emmitouflée dans son manteau rose préféré et serrait Bartholomew, le lapin, contre sa poitrine. Elle écarquillait les yeux en regardant l'immense espace caverneux de l'entrepôt. « C'est tellement grand », murmura-t-elle. Ellie balayait à proximité et s'arrêta lorsqu'elle les vit, un doux sourire effleurant ses lèvres. « Ça doit être Mia », dit-elle d'une voix douce. Léo acquiesça. « Mia. Voici mon amie Ellie. » Mia leva les yeux vers Ellie, le regard direct et curieux. Puis elle tendit son lapin en peluche. « Voici Bartholomew. Il est très courageux. » Ellie s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Mia, les yeux brillants. « Enchanté, Bartholomew, » dit-elle avec sérieux. Cela fit rire Mia. Mia fouilla ensuite dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié, un dessin au crayon représentant un bonhomme souriant tenant la main d'un bonhomme plus petit sous un ciel rempli d'étoiles griffonnées. « C'est pour toi, » dit-elle en le tendant à Ellie. « C'est moi, mon papa et nos nouvelles étoiles. Tu l'as aidé à les obtenir pour moi. » Ellie eut le souffle coupé lorsqu'elle prit le dessin. Elle fixa ce cadeau simple et sincère, les yeux remplis de larmes. Elle avait des salles de conférence remplies de récompenses et de plaques, témoignage de son sens des affaires. Mais ce petit morceau de papier froissé lui semblait être la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais tenue. Elle regarda le dessin, puis Léo, dont le visage exprimait à la fois de la fierté et de l'embarras. « Merci, Mia », dit-elle, la voix chargée d'émotion. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Alors que Léo raccompagnait Mia à la voiture, elle murmura « Je l'aime bien, papa. Elle a des yeux gentils. » Léo sourit. « Oui, ma chérie, c'est vrai. » Il jeta un coup d'œil en arrière et vit Ellie toujours debout, serrant le dessin contre sa poitrine comme un précieux secret. Et il sentit quelque chose changer en lui, un sentiment qu'il ne s'était pas autorisé à éprouver depuis très longtemps. Ce n'était plus seulement de l'amitié, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui le ravissait et le terrifiait à la fois, car il commençait à tomber amoureux de cette femme discrète qui balayait les sols. Et il ne savait pas qu'elle était la propriétaire des lieux. L'article parut un mardi, un reportage sur papier glacé dans un magazine économique prestigieux distribué à toutes les grandes entreprises du pays. Le titre de l'article était audacieux et déclaratif. La lionne discrète, la réinvention radicale de Vance d'un empire commercial. La photo de couverture était un chef-d'œuvre de portrait d'entreprise. Assise dans un fauteuil en cuir dans son bureau penthouse, la silhouette de la ville s'étendait derrière elle comme un royaume conquis. Elle semblait puissante, posée et totalement maîtresse d'elle-même. Un monde à part de la femme discrète et sans prétention qui partageait des sandwichs.
Dans la salle de pause de l'entrepôt, Arthur, son directeur des opérations, posa le magazine sur son bureau avec un profond soupir. « C'est un article flatteur, dit-il. Il qualifie vos nouvelles initiatives pour les employés de révolutionnaires et visionnaires. » Tous regardaient son visage sur la couverture. Une étrangère vêtue d'un chemisier en soie. Elle sentit une vague de nausée la submerger. Elle n'avait pas cherché cette publicité. Le journaliste avait été persévérant. Et son équipe de relations publiques avait insisté sur le fait que c'était nécessaire pour redorer l'image de l'entreprise. À présent, ces deux mondes étaient sur le point d'entrer en collision, et elle se sentait totalement impuissante à l'empêcher. Ce soir-là, à l'entrepôt, le magazine était le sujet de conversation dans la salle de pause des relations publiques. Un exemplaire avait été laissé sur l'une des tables, et les employés se le passaient, leur voix mêlant admiration et incrédulité. « Pouvez-vous croire que notre PDG est si jeune ?» L'un d'eux a dit « Elle ressemble à une star de cinéma ». Un autre a ajouté « J'ai entendu dire que c'était un génie. Elle a repris l'entreprise et l'a redressée en un an. » Léo a jeté un coup d'œil à la couverture, ses yeux scrutant la photo de cette femme puissante au nom familier. Vance. Il a ressenti un étrange sentiment de détachement. C'était la personne qui avait changé sa vie sans le savoir, l'architecte de son nouvel espoir. Il ressentit un élan de gratitude, mais elle était une figure lointaine, un concept, pas une personne qu'il ne pouvait relier à son monde. Ellie était silencieuse ce soir-là. Plus silencieuse que d'habitude, elle gardait la tête baissée, évitant le contact visuel lorsque la sirène retentit. Elle ne se rendit pas à leur endroit habituel. Léo la trouva dans une allée déserte près des fournitures d'expédition. Elle avait les épaules voûtées et le visage pâle. « Hé !» dit-il doucement. « Ça va ? Tu sembles distraite ce soir. » Elle leva les yeux vers lui, le regard troublé. Il ne parvint pas à déchiffrer ses sentiments. « J'ai juste eu une longue journée, » dit-elle d'une voix tendue. Il s'assit à côté d'elle sur une pile de cartons aplatis. « Tu as vu le magazine ?» demanda-t-il. Elle acquiesça d'un signe de tête, l'estomac noué. « C'est fou, non ?» dit-il en secouant la tête. « Quand on pense que c'est cette femme qui prend toutes ces décisions, qui change nos vies depuis son bureau chic dans les hauteurs, » dit-il en riant. « Je parie qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment ici. » Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur d'Ara. Il avait raison. Elle avait été une touriste dans sa réalité, une voyeuse dans sa propre entreprise. Elle avait voulu comprendre, mais elle l'avait fait depuis une position privilégiée, un endroit sûr. Elle avait construit une amitié sur des mensonges. Et maintenant, la vérité était une bombe à retardement. Elle voulait tout lui dire, lui avouer qui elle était et pourquoi elle était là. Mais les mots ne venaient pas. Elle était lâche, paralysée par la peur de perdre la seule chose réelle qu'elle avait trouvée dans une vie d'artifice. « Oui », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je parie que non. » Léo sentit sa détresse, mais l'interpréta à tort comme de la tristesse pour elle. « Nos humbles conditions », dit-il en lui touchant l'épaule et en la serrant doucement. « Eh, ne t'inquiète pas pour tout ça. Nous avons notre propre monde ici », dit-il d'une voix chaleureuse et rassurante. Sa gentillesse fut sa perte. Une seule larme s'échappa et coula sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, espérant qu'il ne la remarquerait pas, mais il la vit. Son sourire s'estompa, remplacé par un regard inquiet. « Ellie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Avant qu'elle n'ait pu répondre, la fin de Brecon Blaird apporta un répit bienvenu. Elle se leva rapidement, lui tournant le dos. « Ce n'est rien, » dit-elle, la voix étranglée. « Je suis juste fatiguée. » Elle s'éloigna, laissant Léo debout, le cœur rempli d'une confusion et d'une inquiétude qui allaient le hanter pendant le reste de la nuit. Il tombait amoureux d'une femme pleine de secrets, et il commençait à réaliser que ces secrets pourraient être suffisamment importants pour les détruire tous les deux. Le point de rupture survint un vendredi soir. C'était un quart de travail calme, l'entrepôt bourdonnait à une fréquence plus basse que d'habitude, un calme avant la tempête. Léo ne s'y attendait pas. Marc, le superviseur, était plus dur que d'habitude avec tout le monde. Son humeur étant mise à rude épreuve par une nouvelle pression de la part de la direction. Il avait été particulièrement dur avec Ellie, critiquant son travail et faisant des commentaires sarcastiques. Léo avait passé la nuit à se mordre la langue, son instinct protecteur à son comble. Vers 4 heures du matin, une élégante voiture noire s'est arrêtée devant le quai de chargement. Une vue inhabituelle à cette heure-là. 2 hommes en costume sur mesure sont sortis, leurs chaussures cirées semblant absurdement déplacées sur le sol en béton poussiéreux. L'un d'eux était le directeur général d'Arthur Helera. L'autre était Peterson, le membre du conseil d'administration qui l'avait mis au défi lors de la réunion. Ils effectuaient une inspection surprise en pleine nuit, un coup de force, pour voir si les nouvelles initiatives d'art n'étaient que de la poudre aux yeux. Marc se précipita pour les accueillir,
son arrogance habituelle remplacée par une attitude obséquieuse. « Messieurs, bienvenue. Quel plaisir inattendu !» dit-il d'une voix dégoulinante de fausse gentillesse. Le regard d'Arthur balaya le sol de l'entrepôt, ses yeux perçants et critiques ignorant complètement Marc. Son attention se posa sur la femme silencieuse qui balayait près des stations d'emballage. « Te voilà !» dit-il, sa voix résonnant dans le silence relatif de l'entrepôt. Ellie se figea, leur tournant le dos, le balai tombant de ses mains dans un léger cliquetis. Elle tourna lentement la tête, le visage pâle, les yeux écarquillés, paniqué comme un animal pris au piège. Léo, qui observait la scène depuis une allée voisine, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait que c'était quelque chose d'important, quelque chose qui allait tout changer. Les yeux de Peterson s'écarquillèrent d'incrédulité lorsqu'il reconnut la femme vêtue d'un gilet de concierge. « Mademoiselle Vance !» Il balbutia, la voix mêlée de choc et d'indignation. « Mais bon sang, qu'est-ce que vous faites ici ?» Le nom resta suspendu dans l'air comme un coup de massue. Vance, Vance, la PDG, la femme du magazine. Le monde de Léo bascula sur son axe. Et si tu veux découvrir comment Léo va encaisser ce choc et ce que cette révélation va changer dans leur vie, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Il fixa Ellie et Alara, son esprit luttant pour relier les deux images disparates, la femme calme et sans prétention qui partageait ses sandwichs et la puissante milliardaire en couverture d'un magazine. C'était impossible, c'était une blague, c'était un cauchemar. Il regarda son visage, son beau visage terrifié, et vit la vérité dans ses yeux. Elle lui avait menti tout au long de leur amitié. La connexion, la confiance, tout n'était qu'un mensonge. Marc resta bouche bée, le visage figé dans une expression comique d'horreur. Il regarda la femme puissante en gilet, puis Léo, avec qui elle passait toutes ses pauses, et une lente prise de conscience de sa propre stupidité se répandit sur son visage. Léo ne dit pas un mot. Il n'avait pas besoin de parler. Son silence était une accusation rugissante. Il se retourna et s'éloigna, le cœur glacé dans sa poitrine. Il sentit les regards de toute l'équipe de nuit posés sur lui. Les chuchotements commençaient à se propager dans l'entrepôt. Il ne se retourna pas. Il en était incapable. Il continua simplement à s'éloigner de la femme qu'il croyait connaître, loin du mensonge qui avait brisé son monde en 1000 morceaux méconnaissables. Il se dirigea directement vers son casier, les mains tremblant si violemment qu'il avait du mal à trouver la combinaison. Il attrapa sa veste et son sac à dos et sortit de l'entrepôt sans pointer. Il se moquait désormais de son travail. Il ne se souciait plus de rien, sauf de la blessure béante dans sa poitrine. Il rentra chez lui en pilote automatique, les lumières de la ville floues à travers ses yeux remplis de larmes. Il repensa à toutes leurs conversations, à tous les moments de vulnérabilité partagés, à toutes les fois où elle l'avait regardé avec ce qu'il croyait être une affection sincère. Tout cela n'avait-il été qu'une comédie, un jeu, une expérience sociale pour un milliardaire qui s'ennuyait et voulait voir comment vivait l'autre moitié de la population ? Cette pensée était un poison qui se répandait dans ses veines, le rendant malade d'un mélange de colère et d'humiliation. Il gara sa voiture et resta assis dans le silence de son allée. Le soleil commençait à se lever depuis longtemps, mais il avait l'impression d'être toujours prisonnier de la partie la plus sombre de la nuit. Il finit par entrer dans la maison. L'appartement était calme. Mia dormait encore. Il se tenait à la porte de sa chambre, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser à un rythme régulier. Elle était sa réalité, son ancrage, sa raison d'être. Et il avait failli laisser un étranger, un menteur, entrer dans leur petit monde fragile. Il ressentit une vague de colère protectrice, si intense qu'elle le suffoquait presque. Il avait été stupide, naïf, et il ne referait plus jamais cette erreur. Il se rendit dans la cuisine et vit le dessin au crayon que Mia avait donné à Alara. Il l'avait lui-même collé sur son réfrigérateur, fier du geste de gentillesse de sa fille. À présent, il le voyait comme un monument à sa propre stupidité. Il l'arracha du réfrigérateur, le froissa en une boule compacte et le jeta à la poubelle. Il s'assit ensuite à la table de la cuisine et enfouit son visage dans ses mains. Le silence de l'appartement l'oppressait de toutes parts. Il avait perdu plus qu'un ami. Il avait perdu un espoir auquel il s'accrochait sans même s'en rendre compte. Et la douleur était physique, une douleur creuse qui, il le savait, l'accompagnerait pendant très longtemps. Le téléphone se mit à sonner à l'aube. Ara ne répondit pas. Elle était assise sur le sol de son immense salon, toujours vêtue de son uniforme de travail, la ville. Se réveillant dans une explosion de lumière dorée et rose à l'extérieur de sa fenêtre, elle fixait le téléphone tandis que le nom de Léo s'affichait sans cesse sur l'écran.
témoignage silencieux du désastre qu'elle avait causé. Elle avait essayé de l'appeler dès qu'elle était rentrée chez elle, mais elle était tombée directement sur la messagerie vocale. Elle lui avait envoyé une avalanche de SMS, des excuses frénétiques, des supplications désespérées pour qu'il la laisse s'expliquer, mais tous étaient restés sans réponse. Elle savait que c'était inutile. Il ne l'écouterait pas. Pas maintenant. Il se sentait trahi et il avait tout à fait le droit de l'être. Arthur l'avait raccompagnée chez elle dans un silence tendu. Son désaccord était palpable dans la voiture. « Je t'avais prévenu, Lara », avait-il dit, la voix lourde d'une affection déçue. « Certaines choses ne peuvent être effacées », avait-elle simplement répondu en hochant la tête. Sa gorge était trop serrée pour parler. Elle avait voulu se sentir réelle, se connecter avec quelqu'un à un niveau humain. Mais elle l'avait fait par la tromperie, un mensonge par omission, qui était tout aussi dommageable qu'un mensonge pur et simple. Elle avait eu tellement peur d'elle, nommer sa richesse, son pouvoir, qu'elle avait caché derrière un masque, et ce faisant, elle était devenue ce qu'elle méprisait le plus, une personne qui manipulait les autres pour ses propres besoins, même si ces besoins étaient aussi simples qu'un moment de connexion authentique. Elle regarda le dessin froissé que Mia lui avait donné, qu'elle avait récupéré dans son casier avant de partir. C'était un simple cadeau d'enfant, une expression pure et honnête de gratitude, et elle avait trahi cela aussi. Elle avait pris leur gentillesse, leur confiance, leur amitié, et les avait brisés sous le poids de ses propres secrets. Elle était une lâche, une imposteur, une milliardaire qui avait tout et rien. Au même moment, elle se leva enfin et se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait sous ses yeux, témoignage scintillant de l'héritage de sa famille, mais elle ne ressentait aucune fierté, aucun sentiment d'appartenance. Elle était une étrangère dans sa propre vie, l'architecte de son propre isolement. Elle s'était trop approchée d'une petite flamme constante, et il ne lui restait plus que les cendres de ce qui aurait pu être. Elle savait qu'elle devait réparer cela, mais pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas comment l'argent pouvait réparer un cœur brisé. Une stratégie d'entreprise ne pouvait pas tout restaurer. Tout ce qu'elle avait, c'était la vérité, et elle était terrifiée. Cela ne suffirait pas. Léo ne retourna pas à l'entrepôt où il avait appelé pour démissionner, invoquant des raisons personnelles. Il ne donna aucune autre explication, et personne ne lui en demanda. Il passa les jours suivants dans un brouillard de colère et de chagrin. Il se plongea dans ses travaux de bricolage, acceptant tous les petits boulots qu'il pouvait trouver. Réparer des cloisons sèches, réparer des tuyaux qui fuyaient, peindre des clôtures, tout ce qui pouvait occuper ses mains et empêcher son esprit de vagabonder vers des pensées qu'il ne voulait pas avoir. Mais les nuits étaient les plus difficiles. Le silence de son petit appartement lui rappelait constamment les conversations tranquilles qu'il avait autrefois tant appréciées. Par habitude, il se surprenait à préparer une portion supplémentaire pour le dîner. Puis il la regardait fixement, le cœur vide et douloureux. C'était Mia qui souffrait le plus de ce silence. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, elle savait seulement que son père était plus triste et plus silencieux qu'elle ne l'avait jamais vu, et que son amie Ellie avait disparu. « Ellie va revenir ?» demandait-elle d'une petite voix pleine d'espoir. Et à chaque fois, Léo devait secouer la tête, le cœur brisé un peu plus. « Je ne pense pas, ma chérie. » Un soir, alors qu'il l'abordait dans son lit, elle le regarda avec ses grands yeux perspicaces. « Vous vous êtes disputés ?» demanda-t-elle. Léo s'assit sur le bord de son lit, les épaules affaissées. « Quelque chose comme ça, » dit-il d'une voix rauque. « C'est compliqué. » Maman disait que « compliqué » était juste un autre mot pour « effrayé », dit Mia doucement. Ces mots furent un coup dur et inattendu. Léo la regarda, stupéfait par sa sagesse simple et profonde. Elle avait raison. Il avait peur. Il avait peur d'être à nouveau blessé, de laisser quelqu'un entrer dans leur monde fragile pour le voir partir ensuite. Il avait construit des murs autour de son cœur après la mort de sa femme. Des murs épais et impénétrables, et Ahara avait réussi à y trouver une faille. Il l'avait laissée entrer, et elle avait prouvé que ses craintes étaient justifiées. Mais en regardant le visage triste et déçu de sa fille, il réalisa que ces murs ne servaient pas seulement à le protéger. Il les emprisonnait tous les deux dans un monde de solitude et de méfiance. Il s'était tellement concentré sur la trahison qu'il n'avait pas cherché à comprendre pourquoi. Il ne s'était pas autorisé à penser à la peur et au désespoir qu'il avait vu dans ses yeux. À ce moment-là, il l'avait jugé sans écouter sa version de l'histoire. Et ce n'était pas juste. Ce n'était pas l'homme qu'il voulait être. Il embrassa Mia sur le front et la serra fort contre lui. « Tu es une enfant intelligente, tu le sais, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Elle lui adressa un petit sourire endormi. « Je sais. »
En sortant de sa chambre, il sentit un petit changement en lui. La colère était toujours là, mais elle était tempérée par un nouveau sentiment, une lueur de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'empathie. Il n'était pas prêt à lui pardonner. Pas encore, mais il commençait à se demander si, peut-être, il avait lui aussi contribué à compliquer les choses. Le colis arriva une semaine plus tard, livré par un coursier à sa porte. C'était une simple boîte brune sans adresse de retour, juste son nom et une adresse imprimée en lettres majuscules soignées. Il l'ouvrit avec précaution, le cœur battant à tout rompre, entre crainte et curiosité. À l'intérieur se trouvait une trousse à outils haut de gamme toute neuve, du genre dont il n'avait jamais osé rêver. Chaque clé, chaque tournevis, chaque douille était en acier chromé au vanadium brillant, niché dans un coffret moulé sur mesure. C'était un outil professionnel, le rêve de tout bricoleur, un cadeau qui valait plus que sa voiture. À l'intérieur du couvercle se trouvait une simple note manuscrite. Pas de fioriture, pas de papier à lettres raffinées, juste quelques mots sur une carte blanche ordinaire. « Je sais que vous n'accepterez pas d'argent, alors veuillez accepter ceci. Tu es un bâtisseur, Léo. Tu répares les choses qui sont cassées. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner d'être l'une d'entre elles. » La signature était simple. Son premier réflexe fut de refermer la boîte pour la renvoyer et la jeter. C'était un geste charitable, la tentative d'une femme riche d'apaiser sa culpabilité avec un cadeau coûteux. Mais en passant sa main sur la surface lisse et froide des outils, il hésita. Ce n'était pas seulement un cadeau, c'était des excuses, une reconnaissance, un témoignage discret du fait qu'elle l'avait écouté, qu'elle l'avait vu. Elle se souvenait qu'il avait parlé de ses vieux outils usés, de son rêve d'avoir un ensemble comme celui-ci. Un jour, elle avait prêté attention aux petits détails de sa vie, aux choses qui comptaient pour lui. Ce n'était pas une transaction, c'était un message. Il repensa aux paroles de Mia. Compliqué n'était qu'un autre mot pour effrayer. Il avait eu peur, tout comme elle. Ils s'étaient tous deux cachés derrière leurs propres murs, les siens faits de fierté et de chagrin, les siens faits de richesse et de peur. Il regarda à nouveau les outils et les vit non pas comme une aumône, mais comme un pont, une offre fragile et timide pour franchir le gouffre qui séparait leurs deux mondes. Il ne savait pas s'il pourrait le traverser. Il ne savait pas s'il le voulait. Mais pour la première fois depuis cette nuit dans l'entrepôt, il sentit la glace autour de son cœur commencer à fondre. Il referma le couvercle de la boîte à outils, mais ne la renvoya pas. Il l'emporta dans son petit atelier à l'arrière de l'appartement et la posa sur son établi, symbole silencieux d'une histoire compliquée qui n'était pas encore terminée. Il décida de lui écrire une lettre, non pas pour lui demander pardon, mais pour lui témoigner sa reconnaissance, un simple merci pour les outils, une reconnaissance discrète de son geste. Il n'avait pas son adresse. Alors, il l'envoya au siège social de Vance Global, à l'attention de Lara Vance, PDG. Il ne savait pas si elle la recevrait un jour, mais le fait de l'écrire était un pas, un petit mouvement vers l'avenir. Il ne pouvait pas encore imaginer que la lettre était arrivée sur le bureau d'Ara. Une semaine plus tard, une simple enveloppe blanche parmi une mer de courriers professionnels, son assistante l'avait placée au sommet d'une pile de rapports urgents. Mais c'était la première chose qu'elle avait vue. Son cœur avait bondi dans sa poitrine lorsqu'elle avait reconnu l'écriture de Léo sur le devant. Elle l'avait ouverte avec des doigts tremblants, le souffle coupé en lisant les quelques lignes simples à l'intérieur. « Merci pour les outils. Ils sont trop beaux pour un type comme moi, mais je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Tu avais raison. Je répare les choses qui sont cassées. Je ne suis juste pas sûr que nous en fassions partie. » Léo, ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une invitation, mais c'était une porte, une lueur d'espoir dans l'obscurité qu'elle avait elle-même créée. Elle relut la lettre encore et encore, les mots apaisant son âme meurtrie. Il l'avait entendue, il avait compris, et il ne l'avait pas complètement exclue. C'était plus qu'elle n'avait osé espérer, car elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait plus se cacher derrière des cadeaux et des lettres. Elle devait l'affronter, lui parler, se montrer vulnérable comme elle ne l'avait jamais été auparavant, lui montrer qu'elle n'était pas seulement un nom sur la couverture d'un magazine ou un fantôme dans un entrepôt, mais une femme imparfaite et compliquée tombée amoureuse d'un homme qui voyait le meilleur en elle, même lorsqu'elle ne le voyait pas elle-même. Elle réserva un vol cet après-midi-là, non pas dans le jet de l'entreprise, mais dans un avion commercial, en classe économique. Elle ne dit pas à Arthur où elle allait. Elle n'en a parlé à personne. Elle a simplement préparé un petit sac avec des vêtements simples et le dessin au crayon froissé que Mia lui avait donné. Un talisman d'espoir dans un voyage incertain. Elle en avait assez d'avoir peur. Elle était prête à affronter les complications.
Elle était prête à se battre pour la seule chose dans sa vie qui lui avait jamais semblé réelle. Elle l'a trouvé là où elle devait le trouver. Il a regardé le premier. Un petit parc communautaire à l'est de la ville. Un endroit dont il lui avait parlé une fois, où il emmenait Mia le samedi pour faire voler des cerfs volants et manger des glaces. Il était assis sur un banc près de l'étang aux canards, regardant Mia jeter des miettes de pain à une volée d'oiseaux impatients. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée et chaleureuse sur la scène, une image parfaite de la vie qu'elle avait si imprudemment bouleversée. Elle s'approcha lentement de lui, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il la vit arriver, son corps se raidit, son expression mêlant surprise et appréhension. Mia la vit aussi, et son visage s'illumina d'une joie pure et sincère qui faillit faire tomber Ahara à genoux. « Ellie !» cria-t-elle en laissant tomber son pain et en courant vers elle. Ahara s'agenouilla et la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans les cheveux soyeux de Mia. « Tu m'as manqué !» murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Tu m'as manqué aussi !» répondit Mia en s'écartant et en la regardant avec sérieux. « Tu es là pour rester cette fois ?» Ahara regarda par-dessus la tête de Mia vers Léo qui se tenait maintenant près du banc. Il avait les bras croisés sur le visage, impénétrable. « C'est ce que je suis venue découvrir », dit-elle. Le regard rivé sur lui, elle se leva et marcha vers lui, laissant Mia retourner joyeusement vers ses canards. L'air entre eux était chargé de mots non dits, de semaines de souffrance et d'incompréhension. « Tu es venu », dit-il d'une voix basse et prudente. « Je devais venir », répondit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je ne pouvais pas laisser les choses ainsi, Léo. » Ils restèrent silencieux pendant un long moment, les bruits du parc s'estompant en arrière-plan. « Les outils, c'était trop, dit-il finalement. C'était tout ce qui me venait à l'esprit, murmura-t-elle. C'était le seul langage que je savais parler. Je n'ai pas besoin de ton argent, Ahara, dit-il, sa voix teintée de cette fierté familière. Je sais, dit-elle en s'approchant d'un pas. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que j'ai été lâche. J'avais tellement peur que tu me vois telle que j'étais vraiment que je me suis caché et je t'ai fait du mal, et j'en suis vraiment désolé. » Sa voix se brisa sur le dernier mot et une larme solitaire coula sur sa joue. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande simplement de me laisser essayer de le mériter. » Il regarda le remords sincère dans ses yeux, la vulnérabilité qu'elle lui montrait si courageusement. Et il ne vit pas la PDG milliardaire, mais la femme avec laquelle il avait partagé ses sandwichs, la femme qui avait écouté ses histoires et cru en ses rêves. Il vit Ellie et réalisa qu'elle lui avait manqué plus qu'il n'avait voulu l'admettre. « Et si nous étions trop différents ?» demanda-t-il d'une voix calme et murmurée. « Et si c'était la recette du désastre? Et si ce n'était pas le cas ?» Elle prit son courage à deux mains et rassembla ses forces. « Et si nous étions simplement deux personnes qui s'étaient trouvées au milieu de la nuit et que, peut-être, nous étions mieux ensemble que séparés ?» Elle tendit la main et prit la sienne. Son contact lui procura une sensation familière de chaleur. « Je ne suis pas parfaite, Léo, dit-elle. Je suis compliquée et j'ai peur, mais je suis aussi fatiguée d'être seule. Et je pense que toi aussi. » Il regarda leurs mains jointes, le contraste entre ses doigts calleux et les siens lisses, et il sut qu'elle avait raison. Il était fatigué d'être seul. Il était fatigué d'avoir peur. Il était fatigué de mener une vie sûre mais vide. Il regarda Mia qui riait près de l'étang, puis il regarda à nouveau la femme qui se tenait devant lui, les yeux remplis d'un espoir qui reflétait le sien, et il prit une décision. « D'accord, » dit-il d'une voix à peine audible. « D'accord, ce n'était pas une promesse, ce n'était pas une solution, mais c'était un début. » Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne lui semblait plus menaçant. Il ressemblait à une invitation tranquille et pleine d'espoir à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose ensemble. Ils commencèrent lentement, timidement, comme deux personnes qui réapprennent à marcher après une longue maladie. Il n'y eut pas de grands gestes, pas de déclarations publiques, juste de petits moments tranquilles de connexion. Du café sur la balancelle de sa véranda pendant que Mia faisait ses devoirs. Des promenades dans le parc où ils parlaient de tout et de rien. Des dîners à sa petite table de cuisine où ils apprenaient à cuisiner des plats simples. Ses premières tentatives se terminaient souvent par des éclats de rire et des toasts brûlés. Elle ne venait jamais dans ses voitures de luxe ou ses vêtements de créateur. Elle venait en tant qu'Ellie, en jean et pull simple, la femme qu'il avait rencontrée la première fois. Elle a gardé ces deux mondes séparés pendant un certain temps, non par tromperie, mais par respect, pour la fragile confiance qu'ils étaient en train de reconstruire. Elle lui a parlé de son grand-père, de la pression liée à son héritage, de la solitude d'une vie sous les projecteurs.
Il lui a parlé de sa femme, du chagrin qu'il avait façonné, de ses craintes pour l'avenir de Mia. Ils étaient deux personnes issues d'univers différents, mais ils ont trouvé un terrain d'entente dans leur humanité commune, leur désir partagé d'une vie pleine de sens et de liens. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son petit jardin, plantant des tomates et des herbes aromatiques, Mia est arrivée en courant avec un album qu'elle avait réalisé. Il était rempli de ses dessins au crayon, une histoire visuelle de leurs derniers mois. Il y avait des photos de l'entrepôt, du projecteur d'étoiles, du parc, de l'étang aux canards. Et sur la dernière page, un nouveau dessin les représentait tous les trois se tenant la main devant la petite maison de Léo, sous un soleil souriant. « C'est notre famille », dit Mia fièrement. Les yeux d'Ara se remplirent de larmes et elle serra la petite fille dans ses bras. Elle regarda Léo par-dessus la tête de Mia, le cœur si plein qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Il lui sourit, un sourire lent et chaleureux qui atteignait ses yeux et plissait les coins de sa bouche. Elle adorait ça. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il doucement. « Devrions-nous officialiser notre union ?» Elle n'avait pas besoin de répondre. Ses larmes et son sourire radieux en disaient long. Le mariage fut une petite cérémonie organisée dans le jardin derrière la maison de Léo, entourée de plantes de tomates. Ils les avaient plantées ensemble. Mia était la demoiselle d'honneur, son panier rempli de pétales provenant de leur propre jardin. Elle portait une simple robe blanche et une couronne de marguerites dans les cheveux. Ara portait une simple robe en lin. Pas de marque de créateur, pas de diamant, juste un collier de perles qui avait appartenu à sa grand-mère. Léo portait son plus beau costume, un peu usé, mais propre et repassé. Il regarda sa mariée, dont le visage rayonnait d'un bonheur qu'il n'avait jamais vu auparavant, et il sut qu'il avait fait le bon choix. Ils échangèrent leurs vœux. Il s'était écrit des promesses d'amour, d'honnêteté et d'une vie partagée entre lever de soleil et toast brûlé. Arthur était là, le visage rayonnant de fierté paternelle. Il avait pris l'avion pour assister à cette cérémonie, seul invité venu de l'autre monde, et il leva une coupe de champagne pour porter un toast. « À un nouveau départ », dit-il, et à la lionne tranquille qui a enfin trouvé sa voie. Après la cérémonie, ils dansèrent sur l'herbe luxuriante au son d'un petit quatuor à cordes engagé en guise de surprise. Léo la serra contre lui, le cœur rempli d'une gratitude si profonde qu'elle lui coupa le souffle. « Je t'aime », lui murmura-t-il à l'oreille. « Je t'aime aussi », répondit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Merci de m'avoir vu tel que je suis. » Au coucher du soleil, ils s'assirent sur la balancelle de la véranda, Mia blottie entre eux, regardant les lucioles commencer à danser dans le crépuscule. Ara posa sa tête sur l'épaule de Léo, sa main reposant dans la sienne, dans un sentiment de paix tranquille. S'installant au-dessus d'eux, ils avaient construit un pont entre leurs deux mondes. Un pont fait de confiance, d'amour et de la conviction commune que les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas celles que l'on peut acheter, mais celles que l'on construit de ses propres mains. Un long chemin les attendait, un avenir plein de défis et de complications. Mais ils y feraient face ensemble, en famille. Une petite famille improbable née au cœur d'un entrepôt. Au cœur de la nuit, ils avaient trouvé leur étoile, non pas dans le ciel, mais l'un dans l'autre, et c'était plus beau qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Le lendemain du mariage, le monde semblait nouveau, lavé, propre et scintillant. Plein d'espoir, Léo se réveilla avec l'odeur du café et le son d'un rire doux provenant de la cuisine. Il trouva Mia à table. Mia était en pyjama et portait l'un de ses vieux t-shirts, beaucoup trop grand pour elle. Il préparait des pancakes, le visage saupoudré de farine. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, le visage rayonnant d'une joie encore nouvelle et époustouflante. « Bonjour mon mari », dit-elle d'une voix chaleureuse et enjouée. Il sourit et l'embrassa. Un long baiser lent qui avait le goût du café et du sirop d'érable. « Bonjour ma femme », répondit-il, le cœur gonflé d'un amour si intense qu'il en était presque douloureux. Plus tard dans la journée, une élégante voiture noire s'arrêta devant la maison. Un coursier en sortit et lui remit une épaisse enveloppe. Elle l'ouvrit et en sortit un ensemble de plans. Elle les déroula sur la table de la cuisine, les yeux brillants d'excitation. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léo en regardant par-dessus son épaule. « C'est notre avenir », répondit-elle en suivant les lignes du dessin du doigt. Il s'agissait du plan d'un nouveau centre communautaire, un lieu qui offrirait gratuitement des formations professionnelles, des services de garde d'enfants et des ressources éducatives aux familles à faible revenu de leur quartier. « Je le finance grâce à une nouvelle fondation que j'ai créée », expliqua-t-elle. « Une fondation dédiée à investir dans les gens, pas seulement dans les profits. Et je veux que tu le diriges, Léo. » Il la regarda, stupéfait. « Moi ? Mais je ne suis qu'un homme à tout faire.
Tu es un bâtisseur, le corrigea-t-elle gentiment. Tu répares des choses, tu aides les gens, tu vois le bon côté de chacun. Tu es la personne la plus qualifiée, je sais. Il était sans voix, son esprit tourbillonnant de possibilités. Il regarda les plans, l'avenir prometteur qu'il représentait, puis la femme debout à côté de lui, la femme qui croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. « Et votre entreprise ?» demanda-t-il. « Evans Global ?» Elle sourit et lui prit la main. « Je ne la quitte pas, je la transforme de l'intérieur, et je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de toi à mes côtés, Léo. Pas comme mon employé, mais comme mon partenaire dans tout. » Et à ce moment-là, il sut que leur histoire d'amour n'était pas seulement celle de deux personnes qui s'étaient trouvées, c'était celle de deux mondes qui s'étaient rencontrés et avaient créé quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui avait le pouvoir de changer les choses. Pas seulement leur propre vie, mais celle d'innombrables autres personnes. Ils formaient une équipe, une force au service du bien. Une preuve que l'amour, lorsqu'il est vrai et désintéressé, a le pouvoir de déplacer des montagnes et de construire un avenir plus beau que n'importe quel projecteur d'étoiles ne pourrait jamais espérer illuminer. Leur vie commune était une magnifique tapisserie tissée à partir des fils de leurs deux mondes différents. Il y avait des soirées tranquilles sur la balancelle du Porsche et des galas de charité en tenue de soirée où Léo, dans son costume bien coupé, semblait aussi à l'aise que dans ses bottes de travail. Il y avait les réunions du conseil d'administration où Alara défiait la vieille garde avec sa nouvelle vision d'un capitalisme plus compatissant. Et il y avait les réunions parents-professeurs où elle et Léo s'asseyaient côte à côte pour écouter le professeur de Mialware, sa gentillesse et sa créativité. Ils ont construit ensemble le centre communautaire à partir de zéro. Léo supervisait la construction grâce à son savoir-faire pratique et Lara gérait la logistique et le financement grâce à son sens des affaires. Ce centre est devenu un symbole d'espoir dans le quartier, un lieu où les gens pouvaient trouver non seulement des ressources, mais aussi de la dignité et un sentiment d'appartenance. Mia s'épanouissait dans leur famille recomposée. Elle avait le meilleur des deux mondes, un père qui lui avait appris à réparer un robinet qui fuyait et une mère qui lui avait appris à lire un bilan financier. Elle était l'enfant de deux héritages, l'un de courage et l'autre de grâce, et elle les portait tous deux avec une sagesse qui dépassait son âge. Un soir, alors qu'il célébrait le premier anniversaire du centre communautaire, une jeune femme s'est approchée de Léo. C'était une mère célibataire qui venait de terminer une formation d'infirmière grâce à une bourse du centre. « Je voulais juste vous remercier », a-t-elle dit, les yeux remplis de larmes. « Vous et votre femme, vous avez changé ma vie. Vous m'avez donné un avenir. Je n'aurais jamais cru que cela serait possible. » Léo sourit et lui serra la main. « Nous ne vous avons rien donné, dit-il. Nous vous avons simplement donné les outils que vous aviez déjà. Tout le reste, vous l'aviez en vous. » Alors que la femme s'éloignait, elle posa sa tête sur l'épaule de Léo. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « J'aime l'homme que tu es, le père que tu es, le partenaire que tu es. » Il embrassa le sommet de sa tête, le cœur rempli de joie. « Je t'aime aussi, » répondit-il. « Merci d'être Maëlie. » Ils restèrent en là longtemps à regarder les gens du centre communautaire rire, discuter, apprendre, grandir. Ils avaient créé cet endroit d'espoir, ce témoignage de la puissance de l'amour et de la gentillesse. Et ils l'avaient fait ensemble. Ils avaient pris leurs deux mondes différents et les avaient tissés en une seule et même belle histoire. Une histoire qui était encore en cours d'écriture. Une histoire qui continuerait à inspirer et à changer des vies pendant de nombreuses années, car ils avaient appris la leçon la plus importante de toutes, que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars ou en cours boursiers, mais en amour donné, en vie touchée et en espoir semé dans le cœur des autres.